Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Écho à contre-courant où nous allons parler aujourd'hui de transition écologique et de financement des investissements nécessaires à cette transition écologique au moment où les partis écologistes ont réalisé un très bon score aux élections européennes. Nous recevons Alain Grandjean qui est le président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier donc aux éditions Les Liens qui libèrent Agir sans attendre, notre plan pour le climat, donc un livre qui dessine des solutions pour trouver les bons investissements, pour financer les bons investissements pour le climat. Votre livre commence finalement par un constat qui est celui qu'on peut tous d'ailleurs faire au quotidien, qui est que la conscience de l'urgence écologique aujourd'hui, elle est là. Tout le monde est conscient de la transition et du changement climatique, ou presque en tout cas. Mais en face, on n'a pas finalement d'action au plan du financement et de l'économie pour répondre réellement à cette urgence. Oui, donc le constat est partagé très globalement. Le gouvernement actuel et les élections européennes montrent qu'il y a un certain nombre d'autres gouvernements ou d'autres mouvements d'opinion qui sont très favorables à l'idée qu'on traite ce problème-là. Alors, en revanche, ce qui nous a mis la puce à l'oreille quand on a commencé à écrire le livre, c'est le constat d'un think tank qui s'appelle I4CE, ex-CDC Climat, disant on a évalué les investissements nécessaires à la transition énergétique et puis on s'aperçoit qu'on est loin du compte, on en fait beaucoup moins. C'est des investissements qui sont soit du secteur privé, soit du secteur public. C'est des investissements dans la rénovation énergétique du bâtiment, c'est des investissements dans le transport. C'est une série d'investissements qu'il faut réaliser. Alors avant d'aller plus loin, je voulais insister sur un tout petit point qui passe souvent un peu inaperçu. C'est que dans l'histoire du climat, on sait la responsabilité des gaz à effet de serre. Dans les gaz à effet de serre, il y en a un qui est le plus important, qui est le dioxyde de carbone, le CO2. Le CO2, c'est pas nous qui l'émettons, c'est nos machines. Et donc, si nos machines aujourd'hui, nos équipements, nos infrastructures nous conduisent à émettre beaucoup de CO2, c'est elles qu'il faut changer, remplacer, renouveler, rénover. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'investissement. Souvent, on croit que c'est une question d'engagement citoyen. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens se renvoient la responsabilité en disant les citoyens, il faut que vous preniez... C'est une des remarques que fait souvent notamment le président de la République en disant voilà, c'est aussi par chacun d'entre nous voilà. qu'on doit prendre ce défi. Alors on a fait un calcul avec des ingénieurs de Carbone 4, la société de conseil dont je m'occupe du destin depuis quelques années avec des associés. Et ce calcul montre qu'en fait, un individu qui serait aujourd'hui très méritant, très vertueux, qui mangerait végétarien pour supprimer les émissions de méthane induites par sa nourriture, qui se chaufferait peu, qui utiliserait tous les moyens possibles, mais sans investir, il réduirait son empreinte carbone probablement de 20%. Or, combien il y a de citoyens prêts à faire ça? Peut-être largement pas plus de 20%. Et on sait sociologiquement qu'il y a 20% de nos concitoyens qui ne sont pas du tout prêts à faire le moins d'efforts, même le contraire, ils sont des résistants ou des réfractaires, on va dire, et puis 60% qui sont prêts à en faire un peu. Donc si on n'accompagne pas le mouvement, non pas par la pédagogie, mais par de l'investissement public et privé, et par de l'aide publique à l'investissement privé, on ne fera pas le reste du chemin, parce que 20% c'est très peu de ce qu'il faut faire. Il faut faire au moins 80% pour être neutre carbone, ce qui, rappelons-le, est l'objectif de la France en 2050. Donc vous évaluez ces investissements pour la France, en tout cas, à une fourchette entre 25 et 55 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an, c'est ça? C'est ça. Alors c'est pas nous, c'est le think tank dont je parle. Et donc là, une moitié probablement au secteur public. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui manque pour résoudre l'équation climatique, c'est, on va dire, l'ordre de grandeur, c'est une vingtaine de milliards d'investissements publics nouveaux chaque année dans les secteurs que j'ai cités. Alors il y a évidemment les bâtiments publics qui sont un secteur important, il y a le secteur des transports, et puis il y a ce que je considère moi comme étant assimilable à l'investissement, même si ça ne l'est pas en pure théorie, c'est vraiment les aides publiques qui permettent de rentabiliser les investissements du secteur privé. Parce qu'en fait, il ne manque pas tellement d'argent au sens pur et dur du terme. Il y a une épargne assez abondante. En revanche, ce qui manque, c'est la capacité des acteurs privés à se dire cet investissement-là, je le fais, mais comme je suis un acteur privé, il faut que j'ai un retour
sur ces investissements. Et le retour sur investissement, c'est quelle est l'économie que je fais. Bon, alors, prenons un exemple très simple. Si vous êtes en train de réfléchir à un investissement de rénovation thermique d'un logement, vous allez devoir dépenser, je ne sais pas, 20 000, 30 000 euros pour traiter une centaine de mètres carrés. Les petits calculs qu'on peut faire, c'est que c'est des retours d'investissement qui sont longs, sans aide publique ou sans augmentation significative du prix du carbone. Or, on a bien vu avec le mouvement des gilets jaunes et la difficulté qu'on a à faire augmenter ce prix. Donc là, on n'a pas trop le choix, il va falloir passer... Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, comme c'est la tentation qu'on a notamment de la part des politiques et des économistes néolibéraux, on ne peut pas compter sur le marché, sur l'incitation venant des citoyens, sur des incitations uniquement qui viendraient justement de la demande pour modifier justement ces investissements, pour modifier l'offre. Il y a deux catégories d'économistes libéraux. Il y a ceux qui croient vraiment que le marché tout seul va y aller. Il y en a une série d'autres qui disent on va aider le marché en mettant un signal prix carbone, donc via une taxe ou via des marchés de quotas. Dans les deux cas, alors dans le deuxième cas, c'est-à-dire on met une taxe ou un signal prix carbone, il y a des calculs qui ont été faits. D'ailleurs, nous en parlons dans le livre avec Kevin Puiseux et Marion Cohen. Le problème, c'est que les niveaux de prix carbone qu'il faut atteindre, si c'est sous forme de taxe ou de quota, donc un prix explicite, sont très élevés. 250 € la tonne de CO2, aujourd'hui on est à 45. En 2030, 250 € en 2030. Donc 5 fois plus. Voilà, et 2030 c'est vraiment demain. Et pas loin de 800 en 2050. Donc c'est évident pour moi qu'on ne sera pas capable de faire bouger significativement l'ensemble de l'économie et de la consommation sans d'autres mesures complémentaires, et notamment des mesures qui sont de l'ordre de l'investissement, puisque je redis, ce qu'il faut faire, c'est changer les voitures. Ce qu'il faut faire, c'est, je prends bien l'exemple des vélos, parce que tout le monde dit c'est un mode doux. Oui, d'accord, c'est un mode doux, mais pour faire du vélo, il faut des infrastructures, il faut être protégé, il faut qu'on soit sûr de ne pas se faire écraser par une voiture. De repenser finalement toute la structure. Et ça demande de repenser les villes, et donc ça demande d'investir. Voilà, donc c'est clair. Et donc quand on parle investissement et donc dépenses publiques, on en vient évidemment à la question qui est toujours centrale, en tout cas en zone euro, qui est celle des règles du traité de Maastricht, des règles maintenant, traité de Maastricht élargi depuis la crise de la zone euro, et du problème de la dette publique. Donc ça, c'est un problème que vous attaquez de front dans le livre, en disant finalement on peut réaliser ces investissements dans le cadre des traités actuels. Oui, alors il y a un on peut et deux on doit. Alors on peut. Alors d'abord il y a un constat qu'on fait dans le livre et qu'il faut redire quand même, c'est que la situation actuelle est très paradoxale dans la zone euro. Ce qu'on appelle l'investissement public net, c'est-à-dire les nouveaux investissements nets des dépréciations d'actifs existants, est aujourd'hui négatif en zone euro. Donc ça veut dire qu'on n'investit pas dans le secteur public de manière à reconstituer le capital public productif. Donc c'est évidemment une grosse catastrophe. Je ne sais pas si le pont de Gênes est dû à un manque de maintenance ou à d'autres considérations, mais en gros l'accident du pont de Gênes de l'été, fin de l'été 2018 a ouvert les yeux de tout le monde, et on regarde avec effroi le fait qu'on n'investit pas du tout assez. Donc, quand je dis on peut et on doit investir, c'est que de toute façon, indépendamment de la crise climatique, on est en déficit d'investissement, et c'est très problématique pour toute une série d'équipements et d'investissements qui sont indispensables à la vie. Les États européens, finalement, ne prennent pas soin de l'avenir, finalement. Voilà, donc voilà. Et pour quelle raison? Parce que il y a un paradoxe dans l'histoire du déficit public, c'est que le déficit public tel qu'il est calculé par les règles comptables européennes, il empile dans les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Donc si vous avez une dépense d'investissement de 10 milliards qui est supposée faire des bénéfices sociaux ou socio-économiques pendant 10 ans, au lieu de prendre 1 milliard comme on ferait dans n'importe quelle entreprise privée sur les 10, en disant on amortit cet investissement le temps qu'il dure, eh ben, on fait subir au déficit de l'année la dizaine de milliards. Donc ce calcul-là est un calcul qui incite évidemment, dès qu'il y a un peu de difficulté économique, dès que la croissance n'est pas au rendez-vous, à plutôt privilégier la dépense courante, qu'il faut bien maintenir, et les emplois sont là, à la dépense d'investissement. Donc
on coupe les investissements. Pour moi, c'est évident que c'est une règle non pertinente dans la situation actuelle. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment, même si on corrigeait la règle frontalement, c'est très compliqué. Donc on dit vous remettez en cause le traité. Donc en regardant en détail, c'est un peu l'objet du livre, on s'aperçoit que il y a la règle et son interprétation. Chaque année, il y a un gros bouquin à Démécom qui permet de voir comment on peut rentrer ou non dans une procédure de déficit excessif, puis enfin aller aux sanctions. La réalité, c'est qu'on n'est jamais allé aux sanctions et que même pour calculer la situation d'un pays, pour savoir s'il faut vraiment enclencher la procédure de déficit excessif, il y a des marges d'interprétation. Donc c'est là-dessus qu'on joue, sachant que je rappelle un investissement supplémentaire d'une vingtaine de milliards d'euros par an en France, ça fait moins d'1%, donc on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore sur des dépenses tout à fait inconsidérées. Bon. Dernier point, évidemment le plus important pour beaucoup d'économistes, on va dire un peu classiques, même si on recalcule le déficit comme on le propose, et même si ça passe dans les discussions avec la Commission européenne et avec les autres pays, on va nous dire mais la dette publique, vous ne vous rendez pas compte, on n'est pas loin de 100%. Bon. Et là, on s'appuie sur les travaux d'Olivier Blanchard, pas vraiment un gauchiste, qui nous dit aujourd'hui la situation est une très très bonne situation pour investir, parce que la dette publique, notamment la dette française, elle est mise à taux très très bas, même négatif à court terme. Et il n'y a aucun travail économique, économétrique, aucun travail qui permettrait de dire à 100% c'est la fin du monde, et à 90% c'est très bien, et à 105% c'est très bien. La règle des 60% qui a été incorporée dans les traités européens n'a pas de fondement économique. Donc de la même manière qu'il y a de la marge d'interprétation sur le calcul des déficits, de la même manière sur cette dette, évidemment qu'il y a de la marge. D'abord, il y a beaucoup de pays qui sont au-delà des 60. Et deuxièmement, on sait très bien. La quasi-totalité. Et deuxièmement, on sait très bien, et on l'a constaté empiriquement, que dans le cas où il y a une crise financière avec des risques de faillite des banques, l'orthodoxie budgétaire, elle est moins sollicitée. Oui, et d'autant que, et c'est un élément important que vous rappelez également, pour arriver à une croissance plus modérée ou plus saine, on va dire, dans l'avenir, une croissance qui respecte justement les contraintes écologiques, il faut beaucoup de croissance au départ. C'est-à-dire qu'il faut ces investissements, ils vont créer de l'activité, ils vont créer de la croissance, et d'une certaine façon, ils vont nous permettre de rembourser cette dette à terme. Alors là, c'est vraiment évident, c'est-à-dire qu'il y a un effet de multiplicateur qui est reconnu, qui existe dans les modèles qui permettent de faire les simulations budgétaires de l'État. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc très très pratiquement, si on fait des travaux dans les logements, dans les bâtiments publics, si on fait évoluer les modes de transport, si on met beaucoup plus de transports en commun, ça fait évidemment beaucoup de travail. Alors un point intéressant que vous abordez un peu à la fin du livre, notamment, c'est la question de la finance. Il y a aujourd'hui une tendance à penser que justement la finance verte est une des solutions qui pourrait venir être apportée au défi du changement climatique. Vous êtes beaucoup plus sceptique sur cette idée-là, et de façon générale sur l'impact et l'usage du système financier actuel. Je ne parle pas de la finance en général, mais en tout cas du système financier tel qu'il est aujourd'hui sur le changement climatique. Il y a un constat très simple, c'est que il y a beaucoup d'épargne dans le système financier aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'argent. Bon. Et évidemment, on est en train de se dire il faut que cette finance se verdisse, il faut qu'elle aille plus vers des projets verts. On ne va pas rentrer dans la question très longue qui consiste à savoir qu'est-ce que c'est que vert et qu'est-ce que c'est que pas vert, mais disons que pour le climat, vert ou pas vert, est-ce que ça émet des gaz à effet de serre ou ça n'en émet pas? Est-ce que ça permet d'en réduire chez les clients? Bon. Pour simplifier le raisonnement. Sauf que la finance, pour qu'elle s'intéresse à un projet, il faut-il encore que ce projet soit rentable. Donc ça, c'est de la rentabilité économique de base. Donc on peut avoir beaucoup d'argent d'un côté, des projets pas très rentables pour les raisons sur lesquelles on va revenir, eh bien on peut dire qu'on va verdir la finance. Le fond du truc, c'est quand même que les projets aient un sens du point de vue des financeurs et des banquiers. Bon. Alors, il y a
À nouveau, je reviens parce que c'est important. Cette rentabilité se calcule de manière très simple en disant je vais dépenser de l'argent. Est-ce qu'avec cet argent, je vais retrouver une économie quelconque. Donc, et malheureusement, pas assez pour que le secteur bancaire et financier devienne très, très diligent. Donc, on n'est pas du tout en train de dire, dans le livre et dans cette thèse, on n'est pas en train de dire qu'il faut que le secteur public se substitue au secteur privé. On dit juste, pour sa part, il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur public qu'il le fasse, mais restera quand même que pour améliorer la rentabilité des dépenses d'investissement du secteur privé, il va falloir accompagner le mouvement, et là, pas juste par des... C'est ce que vous évoquez en insistant sur cette question d'allumage dans lequel le secteur public, lui, a un rôle central. Tout à fait. Et alors, bien sûr, c'est un ensemble de mesures. Hein. Là aussi, je crois qu'on insiste beaucoup sur cette affaire-là. C'est que il n'y a pas de solution magique, ça se saurait. C'est des policy mix, comme on dit en économie, qui doivent être mises en œuvre. Donc, des mélanges de politiques. Voilà, un ensemble de politiques avec des règlements, avec de l'information, et même le secteur privé peut faire de l'information. Hein. On voit bien que dans les comportements alimentaires, l'information peut venir comme ça. Et de l'investissement. Là où j'insiste vraiment fortement, c'est que dans les modèles néoclassiques théoriques, il suffirait d'un signal prix très puissant qui pénalise les gaz à effet de serre pour que l'économie toute seule et spontanément se mette à ne plus émettre de gaz à effet de serre. Ça, c'est une vision de modélisateur ou de théoricien. Dans la pratique, on n'y arrive pas parce que c'est très compliqué dans la période dite de transition. Donc, moi, je pars simplement du constat qu'on n'y arrive pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de prix au carbone, mais je dis qu'on n'aura pas le prix au carbone suffisamment rapidement et assez élevé pour atteindre les objectifs qu'on se donne. Alors, ce livre est marqué par l'urgence, hein, c'est même le titre du livre, c'est « Agir sans attendre ». Néanmoins, il y a la question de la faisabilité politique. Donc vous terminez sur l'idée il y a une nouvelle Bastille à prendre qui est le Bercy, hein, l'administration des finances, et particulièrement les hauts fonctionnaires de Bercy. Votre livre est préfacé par Nicolas Hulot, qui a été ministre de la Transition écologique, qui a démissionné. Il n'a pas réussi, lui, à prendre Bercy, et c'est finalement le nouveau défi politique aujourd'hui. Pour réaliser ce programme, c'est aujourd'hui de réaliser ce défi de placer un écologiste à Bercy, finalement. Oui, pourquoi c'est important ? Parce que moi, je suis très persuadé que la manière qu'on a de compter les choses aujourd'hui en dépenses-recettes, c'est pas une bonne manière. On ne compte pas bien ce qui compte vraiment. Je redis, si on est obligé d'inventer une taxe carbone, c'est que le climat, il n'est pas dans notre économie. On pourrait parler de la biodiversité. Je ne crois pas que, je suis même sûr du contraire, que les services apportés par la biodiversité sont intégrés dans nos comptes. Donc c'est sûr qu'il faut compter autrement. Et l'espèce de système actuel dans lequel on a des budgétaires qui comptent d'une certaine manière avec, en gros, des comptes de caisse en disant il faut dépenser moins, etc. Et puis de l'autre côté, la vision de l'écologie comme étant un ministère dépensier. Donc, entre un ministre de l'écologie et Bercy, on voit bien ce qui se passe. C'est à réduire vos dépenses. Sauf que ça marche pas du tout dans cette configuration politique. La raison pour laquelle c'est essentiel est aussi une question européenne. Parce qu'en fait, il y a une organisation, et ça n'a rien de secret, hein, il y a une organisation où se regroupe chaque mois, très régulièrement, le monde des directions générales du Trésor, le monde des banquiers centraux, le monde des régulateurs. Ces gens-là ont le même langage et la même manière de voir les choses, et ils sont pas encore assez bousculés par la tragédie climatique qui est en train et environnementale qui est en train de nous arriver. Et donc c'est pour ça qu'il faut les bousculer un peu fortement pour faire évoluer très profondément la manière de prendre les décisions et qui cesse d'être une manière d'arbitrage à courte vue en réunion interministérielle. De ce point de vue-là, la mesure que Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, a prise en créant un Conseil de défense écologique n'est pas inintéressante, parce que évidemment que ce sujet d'écologie est un sujet transversal et qu'il n'est pas raisonnable du tout de considérer qu'on aurait un ministre qui défend ce combat-là contre toute une série de ministres. Dit encore autrement,
passer de la situation d'aujourd'hui dans laquelle on a une économie qui est assez carbonée en France, pas forcément le pays le plus carboné du monde, mais enfin quand même c'est une économie largement trop carbonée à un monde beaucoup moins carboné, donc où on atteint nos objectifs climatiques. C'est un projet de société, c'est pas juste une idéologie qui l'emporterait sur une autre. Donc c'est un projet de société, et donc ça suppose que l'ensemble des mécanismes socio-économiques qui sont à mobiliser soient transformés par cette nouvelle vision. Donc on souhaite que, évidemment, cette idée du Conseil de défense écologique se transforme en action et en investissement sur le terrain. Et rapidement. Et rapidement. Merci beaucoup Alain Grandjean d'être venu nous voir et à bientôt. Et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Et nous nous retrouvons bientôt pour une autre émission de l'Écho à contre-courant.